Bonsoir à tous et bienvenue pour une de ces dernières étapes de cette journée e-tourisme dans le cadre de la mêlée numérique. Et donc on est au challenge tourisme et mobilité à la phase des pitchs. Alors rappelons un petit peu qu'est-ce que le challenge tourisme et mobilité, Maxime. Donc ce challenge, c'est 3 axes autour du tourisme et de la mobilité durable. Un premier axe pour centraliser l'offre de transport durable. Un deuxième axe autour de l'interaction entre les différents acteurs du transport et du tourisme. Et dernier axe, très axé utilisateur, en favorisant, en facilitant, en fluidifiant l'accès à ces informations au travers de différents moyens digitaux. On reste dans le digital. Tout à fait. Donc, ce seront les thèmes qui seront évoqués dans ce challenge. Donc, le challenge, c'est tout simplement quelque chose qui a démarré au mois d'avril, qui a débuté au printemps, en partenariat avec le comité départemental du tourisme et Haute-Garonne numérique. Et l'objectif, effectivement, était d'organiser un challenge qui permettait d'identifier les problématiques du secteur du tourisme durable et d'identifier également les solutions que pouvait proposer l'écosystème, toutes les startups qu'on a effectivement dans notre belle région pour pouvoir effectivement résoudre les problématiques que tu viens de citer. Donc on a 9 startups qui vont venir pitcher et qui vont être sur quel déroulé. Ces pitchs, c'est 5 minutes par projet. 5 minutes qui seront suivies de 2 minutes de questions-réponses du jury. Jury qui est composé d'acteurs du tourisme, du transport, des acteurs du domaine des startups, etc. pour venir un petit peu vous écouter et discuter avec vous au travers de ces questions-réponses. Donc à la suite de ces pitchs, il y aura une délibération et le jury aura 4 prix à remettre. Le prix Initiative Tourisme et Mobilité, Haute-Garonne, le prix Solutions, le prix Coup de cœur du jury et le prix Coup de cœur du département. Alors il faut savoir effectivement que seront pitchés ce soir des solutions et des idées de solutions parce qu'effectivement on a fait tout le travail depuis le printemps et effectivement il n'y a pas encore toutes les solutions existantes à toutes les problématiques qu'on a pu identifier. Mais en tout cas il y a des porteurs de projets qui sont enthousiastes à l'idée de résoudre ces problèmes. Vous allez voir effectivement différentes idées à différents niveaux de maturité, mais toutes d'un très bon niveau. Et donc, on va tout de suite inviter la première startup à venir pitcher. Et on va pouvoir l'applaudir quand il va monter sur scène. C'est la startup Yodine. Bonjour à tous et à toutes. Bien, Loïc Urbain, je représente la société Yodine. Nous allons parler de nouvelles solutions de mobilité partagée, éco-responsable, et notamment notre promesse. Slide suivante, s'il vous plaît. Ah, pardon. Et d'accord. Et c'est... Donc, notre promesse, c'est de pouvoir donner à nos clients, qu'ils soient occasionnels ou qu'ils soient réguliers, la voiture dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin et à l'endroit où ils en ont besoin, le tout de façon éco-responsable. Notre offre se décline autour d'une solution d'autopartage sans station, où nous proposons à nos clients notre flotte de véhicules décarbonés ou faiblement décarbonés, électriques ou hybrides, en libre service, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ces clients peuvent, à chaque trajet, avoir un impact favorable pour l'environnement à travers et avec les véhicules qu'ils utilisent. Et ils peuvent, à la fin de leur déplacement, restituer le véhicule à un point de destination différent de leur point de départ. Ils n'ont plus besoin de payer les hors-dateurs dans l'agglomération toulousaine. En complément, nous avons un service de voiturier qui est à la disposition de nos clients pour leur fournir un véhicule spécifique lorsqu'ils ont besoin d'avoir plus d'autonomie, plus d'espace, pouvoir mettre dans le coffre plus de bagages. Et toujours pareil, où ils le veulent et à l'endroit où ils le veulent et au moment où ils le veulent.
Toute l'ADN de Yodine est basée sur l'expérience utilisateur pour que leur mobilité soit la plus flexible, la plus souple, la plus pratique possible, qu'elle soit économique pour nos clients et qu'elle participe à préserver, à améliorer leur qualité de vie et à travers les actions que l'on peut leur proposer, soit bénéfique non seulement à leur santé, mais à la santé de tous. L'ensemble de cette innovation d'usage, bien évidemment, est basée sur une solution technologique, connectée, avec des boîtiers télématiques positionnés dans tous les véhicules de notre flotte. Le contact, non. Une application web et mobile pour la réservation des véhicules et leur paiement, un tableau de bord de gestion des profils clients et un support local à leur disposition 7 jours sur 7 pour les accompagner. Et pourquoi local? C'est important pour nous parce que notre support connaît bien le territoire, connaît bien nos clients et peuvent les accompagner à la fois dans l'usage des véhicules, décarbonés un petit peu nouveaux, dans la recharge de ces véhicules lorsqu'ils sont en itinérance et pour toute question liée à l'utilisation de ces solutions nouvelles. Toute cette télématique utilise pour chaque étage une interconnexion des données, que ce soit des données marketing, que ce soit des données opérationnelles ou des données financières, où pour chaque activité, nous avons que ce soit des activités opérationnelles, logistiques, de paiement que l'on pourrait aisément comprendre, mais également toute la partie acquisition amont, mais également fidélité aval, avec des solutions personnalisées d'e-marketing à leur disposition pour leur permettre d'avoir la meilleure expérience utilisateur, meilleure expérience client. Des partenariats qui sont en cours et des souhaits. Un accès privilégié aux lieux touristiques du département à partir de l'aéroport, mais aussi de la gare de Toulouse-Matabiau. Avec l'aéroport, des accès privilégiés depuis le devant du terminal, avec des organismes hôteliers comme l'hôtel Ibis de Toulouse-Blagnac, par exemple, des accès privilégiés aussi à des centres de shopping, comme le village des marques de Nailloux, ou à des espaces culturels, des salles de spectacle, comme le Bascala au nord de Toulouse. Ce qu'on aimerait, c'est pouvoir développer et déployer ces solutions sur de nouveaux sites touristiques ou dans des nouvelles villes moyennes dans le département, améliorer cette mise en place de partenariats auprès de ces acteurs. Et puis, nous avons ouvert au printemps un segment qui s'appelle Yodine Média, qui pour nous est intéressant parce que permet aux annonceurs de pouvoir effectuer des opérations événementielles ou des campagnes d'affichage mobile à travers nos véhicules, soit en utilisant les espaces du véhicule lui-même, mais également de pouvoir faire des opérations où on met à disposition les véhicules pour leurs propres événements. Voilà, je suis à votre disposition pour vos questions. Merci beaucoup. Si le jury a des questions. Pouvez-vous nous en dire plus sur le prix du service? Il est sans engagement et sans abonnement à partir de 1,99 € pour des 10 minutes d'utilisation. Vous proposez quoi comme gamme de véhicules? Des petites citadines, comme des Renault Zoé, qui sont polyvalentes, notamment pour partir de l'agglomération, mais à l'intérieur de l'agglomération, des Smart Fortwo électriques et des petites Peugeot Ion, qui sont très intéressantes parce que faciles à stationner, faciles à circuler et toujours électriques. Et en hybride, des Renault Clio. Votre techno, elle est développée en interne, sous-traitée? Comment ça fonctionne? On développe et on adapte des briques technologiques de base que nous venons agréger ou adapter pour former la solution finale, celle dont je vous ai parlé, celle-là. Donc il y a des applications qui sont créées en native, il y a des applications qui sont basées sur des briques technologiques qu'on vient sourcer auprès de partenaires ou de fournisseurs, et que l'on utilise ensuite, que l'on agrège et que l'on utilise derrière
à l'intérieur de l'ensemble de l'infrastructure. D'accord. Mais quand vous dites agrégé, en termes d'équipe technique, de savoir-faire technique, vous avez des intégrateurs, vous avez des ingés, développeurs. C'est quoi le profil des développeurs? Alors, Yodin, aujourd'hui, est une solution d'usage. On n'a pas voulu, au niveau des associés, faire une solution technologique forte pour pouvoir aller sur le marché, être en face du besoin, vérifier le besoin et adapter les solutions technologiques vis-à-vis des expressions du besoin que l'on constate au quotidien. Donc on n'est pas trop, on essaye de ne pas avoir trop de masse salariale technologique. Jusqu'à présent, il y a une personne en interne et des externes dont certains ont pris des parts de la société. Et ensuite, on travaille avec des spécialistes que l'on source et avec qui on adapte leurs briques technologiques ou leurs solutions. Peut-être une dernière question. Oui, merci pour la présentation. Pour commencer, juste d'après ce que je crois comprendre, votre marché aujourd'hui est plutôt celui de la mobilité urbaine. Est-ce que ce challenge est pour vous l'opportunité d'aller peut-être sur de la mobilité plus rurale ou Oui, tout à fait. Mobilité rurale, mais quand vous dites mobilité urbaine, vous savez, dans une ville moyenne du département, ou même Toulouse, qui n'est pas une grande capitale européenne, les gens ont un besoin de polyvalence. S'ils décident de ne plus posséder de véhicule, c'est de pouvoir, en complément des transports en commun, pouvoir se déplacer dans l'agglomération dans leur quotidien de la semaine, mais aussi avoir la capacité de se déplacer en dehors de cette agglomération le week-end quand ils ont envie d'aller visiter le département. Donc c'est là où Yodin ne doit pas rester qu'avec des solutions de mobilité partagées certes, décarbonées oui, mais avec peu de kilomètres d'autonomie à proposer à nos clients. On doit bien avoir une flotte polyvalente qui leur permet aussi, de temps en temps quand ils le désirent, pouvoir aller visiter les sites. Et c'est exactement la même chose pour les touristes qui viennent ponctuellement en région ou dans le département, qui viennent voir leur famille et qui ont besoin de véhicules pour faire ce qu'ils ont à faire dans la semaine, dans l'agglo, mais également ponctuellement en dehors de l'agglo. Donc ça, c'est pour la partie rayonnement depuis une agglo, depuis un site, mais derrière, de pouvoir, nous, notre volonté, c'est aussi de pouvoir aller sur des sites ou dans des villages, en zone rurale, pour compléter l'offre de transport disponible pour les administrés et justement leur offrir cette flexibilité qu'aujourd'hui dont les Toulousains bénéficient. On a plus de 2000 clients aujourd'hui référencés, mais qu'on puisse, eux aussi, qu'ils ne se sentent pas de nouveau lésés sur ce volet de mobilité décarbonée que l'on peut proposer. Merci et notre beaucoup. solution est suffisamment flexible et polyvalente pour être facilement déployée sur ces zones. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre pitch. Et on va passer tout de suite au deuxième pitch, MobiConnect de Flutillan. On peut l'applaudir. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Simon Bretin et je vais vous présenter l'idée qu'on a eue en lisant l'appel à manifestation d'intérêt avec l'objectif de centraliser et rendre accessibles les données de mobilité décarbonées. On a appelé ça le Data Hub des mobilités. Donc, tout d'abord, je me présente, je suis Simon Bretin, je suis le fondateur de Flutillant, une jeune entreprise qui a un peu plus de 3 ans maintenant. Nous sommes un éditeur souverain d'une plateforme de valorisation des données. Nous adressons aujourd'hui PME, ETI et collectivités dans leur process d'utilisation et de meilleure utilisation des données avec 2 grands cas d'usage. Le premier, assez simple, vous avez des fichiers Excel sous lesquels vous passez 1 heure ou 2 à faire et refaire les mêmes graphiques, indicateurs, tableaux. On vient automatiser ça et les rendre accessibles sur Internet en quelques clics et quelques minutes. Le deuxième, c'est de bâtir des plateformes de gestion de la donnée un peu à façon. On a fait par exemple des plateformes de données pour des capteurs d'urine connectés, des plateformes de données pour des sociétés dans le recouvrement. On travaille avec le syndicat de valorisation des déchets qui s'appelle l'Ecocet ici sur la zone urbaine de Toulouse. Pour faire simple, souvent quand on pense data, on pense sur des projets qui vont s'implémenter pendant
prendre un certain temps à s'implémenter dans le temps. Ça va faire 1 année, 2 années, 3 années. Et en général, entre le moment où on a une idée autour de la data et le moment où on arrive avec notre plateforme de données, on a complètement perdu le fil des idées. Et puis le monde a changé, surtout dans le monde du tourisme. On le voit, hein, rappelez-vous, 2 ans en arrière, on n'imaginait pas tout ce qui allait se passer récemment. Avec la plateforme qu'on a développée aujourd'hui, on s'est lancé des projets très rapidement, valider des concepts en quelques mois, pour ensuite lancer des démarches un peu plus pérennes et finalement lever des doutes, lever des inconnus et accélérer la mise en place de projets autour de la donnée. Alors normalement il y avait une animation. Bon, j'ai plus droit aux animations, c'est le PDF. C'est pas grave, je vais m'adapter. Donc c'est la lecture de l'AMI qu'on a fait. La première chose, c'est que les données existent. Quand on parle de centralisation de données, on cherche un petit peu et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve de l'open data, et ça a été dit tout à l'heure sur la précédente table ronde, au niveau de la région, au niveau du département, au niveau de la métropole. Vous pouvez récupérer l'endroit où sont toutes les stations de vélo, vous pouvez récupérer l'endroit où sont tous les points de récupération de véhicules électriques, vous pouvez récupérer les horaires de train, vous pouvez récupérer les horaires de bus, vous pouvez avoir accès à de l'information finalement de moyens de transport décarbonés. Elle existe. Et même sur des services privés aujourd'hui, on peut aller chercher cette information-là, par exemple des loueurs de vélos, rendre leurs données accessibles et donc potentiellement utilisables. Le deuxième sujet, c'est la deuxième photo. Il faut imaginer quelqu'un qui a son petit smartphone. C'est qu'aujourd'hui, ça a été dit par la personne de la SNCF tout à l'heure à la table ronde, en fait, quelqu'un qui se déplace, qui veut aller sur un lieu, il ne va pas voir le site de la mobilité décarbonée en Haute-Garonne, non. Au mieux, il va sur l'office de tourisme ou du centre du comité départemental. Sinon, il prend son Waze, son Google Maps, son appli, son Movegy qu'il utilise. Et donc, il a déjà ses usages. Il faut absolument s'adapter à ça parce qu'il ne viendra pas prendre une autre application. En tout cas, c'est la lecture qu'on en fait. Le dernier point, c'est que le besoin du CDT, il est réel. Il est réel au niveau du CDT, il est réel au niveau des communautés de communes, il est réel au niveau de la région. Et donc, ce modèle est reproductible, certainement mutualisable. Et le besoin d'améliorer nos modes de transport pour aller sur des lieux touristiques est certainement réutilisable et diffusable à plus grande échelle. Du coup, nous, on a une approche synthétique, on est éditeur de solutions de plateforme de données, et ce qu'on vous propose, c'est une approche de centralisation pour restituer l'information derrière aux différents utilisateurs. Centraliser de façon automatique toutes les données qui existent au sein d'un même modèle, d'une même plateforme, qui va permettre de voir, d'accéder et de centraliser toute cette information pour bien sûr piloter, connaître l'ensemble des offres disponibles, et ensuite les rendre accessibles aux différents utilisateurs possibles. Usagers finaux, bien évidemment, mais également les membres des offices de tourisme, les conseillers finalement de proximité, peut-être des voyagistes ou des gens qui vont avoir des usages un peu plus particuliers. Centraliser, automatiser les traitements pour que tout ça se mette à jour dans le temps et restituer derrière pour que les utilisateurs puissent le faire correctement. Bien sûr, avec un pilotage de ces applications et de ces données pour s'assurer que la qualité est bonne, que les scripts se tournent bien correctement et finalement qu'on puisse traiter les alertes potentielles, mesurer également l'impact, l'utilisation de cette plateforme-là, des nouveaux usages décarbonés qui seront faits, puisque c'est en mesurant et en comptant qu'on saura améliorer. Là encore, monsieur de la SNCF l'a bien dit, j'ai retenu 36 personnes qui ont été voir le Tour de France en train. Voilà ce que je voulais vous présenter, l'idée de projet qu'on a pu avoir, bien sûr, autour de notre corps de compétences et au vu de l'appel à manifestation d'intérêt qui avait été fait. Et je suis à vos dispositions pour répondre aux questions. Quelles sont les relations que vous cherchez à mettre en place avec, par exemple, une société comme la SNCF ou des entreprises? Vous parlez de centraliser les données. Comment techniquement vous le mettez en place dans la relation avec l'entreprise? Alors c'est une excellente question. Et si je suis là, c'est parce que j'ai une idée et que j'ai quelques petites idées sur comment le faire, mais ça reste à écrire. Donc il n'y a pas d'idée très conçue là-dessus. Deux choses. Un, il y a de l'open data, les données existent et il va falloir s'interfacer. Quand on est une jeune entreprise, on a deux manières de faire. En général, on va chercher là où c'est possible d'aller chercher avec des méthodes pas très traditionnelles pour montrer que ça marche, pour montrer que c'est possible. Et puis ensuite, on rentre dans des process un peu plus structurés, un peu plus pérennes dans le temps. Et je pense que ça, c'est quelque chose, en tout cas, moi, en répondant à cette AMI, c'est cette approche-là que je souhaiterais pousser, c'est dire, OK, on peut imaginer que s'interfacer avec le système d'information de la SNCF, ça va prendre quelques temps, c'est logique, sécurité, temps d'intégration, ainsi de suite.
Mais on peut peut-être essayer de dire, avant de faire ça, essayons des trucs, essayons de faire des choses, innovons, prenons peut-être 3-6 mois pour mettre un POC en place, comme vous l'avez fait pour les trains sur la région, vous l'avez fait sur une ligne avant de le déployer sur plein de lignes. Là, peut-être faisons-le sur quelques sites. Moi, j'aime bien la Haute-Garonne, c'est sympa parce qu'on va de Toulouse à Luchon. Et Luchon, c'est pas le site touristique le plus près de Toulouse, mais voilà, il y a plein de moyens possibles, en voiture, en train. À Luchon, on peut faire de la rando, on peut faire du vélo, on peut faire plein de choses. Donc voilà, il y a peut-être prendre un territoire d'essai, tester, hacker, bootstrapper ce démarrage-là avec la SNCF pour derrière bâtir ça. La SNCF, pour moi, c'est un acteur des mobilités. Je ne sais pas quelle est votre stratégie exactement, mais en tout cas, c'est sûr que pour moi, c'est une source de données et aller capter ces données-là pour les rendre encore une fois accessibles au plus grand nombre derrière. Donc un bootstrappé, et puis si ça marche bien et si on voit que ça répond aux attentes, aller plus loin dans l'intégration, c'est peut-être ça pour répondre à votre question. En fait, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Est-ce que votre modèle s'applique spécifiquement sur des problématiques touristiques ou en fait, c'est à partir du moment où il y a la techno, on peut faire de la BI et l'appliquer à presque tout? La techno, nous on est un éditeur. Donc voilà. On a édité une plateforme de gestion de transformation de données. La particularité qu'on a, c'était montré rapidement sur la slide, il n'y a pas l'animation, mais c'est que des acteurs de traitement de la donnée, aujourd'hui vous en avez pléthore, 99% sont américains, 90%, c'est des projets qui mettent 2 à 3, à 5, 10 ans à se mettre en place. J'exagère un tout petit peu, je fais ma pub. Nous, on fait ça en quelques mois, mais inversement, on ne va pas répondre aux mêmes enjeux, très clairement, et il faut être honnête. S'interfacer avec le système d'information de la SNCF ou faire la BI de la SNCF, ça prend du temps. Faire la BI d'une PME de 20 personnes, ça ne peut pas prendre 2 ans, c'est pas possible. Donc nous, on a essayé de répondre à ce problème-là. Et pourquoi aujourd'hui j'ai répondu? Parce que j'ai conscience que le besoin il est fort, il est important, il faudra le structurer dans le temps. Je pense qu'on peut faire une première étape qui peut se mettre en place rapidement. Je vous donne un exemple, on a travaillé avec EDF Pulse pour les aider à dérisquer des capteurs IoT. EDF, ils savent superviser des centrales photovoltaïques, j'ai aucun doute là-dessus. Par contre, dérisquer un capteur, s'assurer que le capteur génère de la bonne donnée pour ensuite, en deuxième étape, l'intégrer dans leur système, ça, ils ne savent pas faire et c'est ce qu'on leur a apporté. Et donc là, c'est exactement ce qu'on souhaite faire, c'est utiliser notre plateforme, notre techno pour aller capter des données de plein de sources différentes qu'on imagine aujourd'hui, qu'on a identifiées aujourd'hui, les rendre accessibles. Et puis si ça marche bien et si on montre que ça marche bien, nous on essaiera de continuer. Mais logiquement, on va rentrer sur des technos plus pérennes, plus solides, avec des acteurs plus costauds comme SQLI, comme d'autres SN qui pourront développer une solution un peu plus pérenne dans le temps. Petite question de mon côté. Merci pour la présentation. Juste comment votre solution va-t-elle aider on va dire, les touristes à aller accéder à des destinations un peu isolées du département? Comment vous envisagez la réponse à cet axe? Alors j'aimerais bien être magicien, avoir inventé la téléportation, mais malheureusement c'est pas mon cas. Donc déjà, je pense que s'il n'y a pas de moyen d'y aller, il n'y a pas de moyen d'y aller. En réfléchissant au projet avec l'équipe, ce qu'on s'est dit, c'est il y a des gens aujourd'hui, ils savent pas, par exemple, s'il y a un loueur de vélo électrique à Luchon. Moi-même, je le sais pas. Par contre, on se doute bien qu'on peut y aller en train, au pire qu'on peut louer une voiture. Voilà. Et donc j'ai pas vraiment la réponse à votre question. Ce qu'on pense, c'est que en rendant les données accessibles, en rendant l'information accessible, ça va permettre à ces gens-là de faire ce schéma-là et d'aller chercher l'information. Mais clairement, il faudra des relais. J'insiste, et c'est vrai que c'est un peu un idéal, de dire on arrive à repousser l'information vers les applications que les utilisateurs utilisent aujourd'hui. Moi, j'ai un collaborateur, il vient tous les jours au bureau à vélo, il fait 30 minutes de vélo tous les jours. Il utilise, j'ai oublié, c'était un des logos, Mouvji ou un truc comme ça. Voilà, moi je ne connaissais pas, mais il n'utilisera pas autre chose, c'est sûr. Et s'il doit aller à Luchon, il prendra ça et il regardera ça. Et donc il faut que l'application, ou en tout cas que la plateforme qu'on vous propose, arrive à restituer ces données là-dedans. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas, il faut l'essayer. Merci beaucoup. Merci Simon pour cette intervention. Merci beaucoup. Alors, comme on est très technologique, du coup, on a un pitch à distance et c'est au tour de la société Les Ateliers Jaco d'intervenir en visio. C'est à vous, on Bonjour vous écoute. À tous. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Déjà, c'est une première pour moi. Ça va faire très bizarre de ne pas avoir de réaction en direct lorsqu'on parle, mais bon, on va partir du principe que vous avez le sourire et que vous restez attentif. Et donc, je vais vous parler d'Atelier Jaco. Atelier Jaco, c'est une plateforme qui met en avant les savoir-faire des différentes régions de France.
Et donc ce défi, pour le relever, en fait, on s'est dit que le plus simple, c'était de mettre à disposition des artisans une plateforme pour qu'ils puissent facilement proposer leur savoir-faire sous forme d'atelier, et donc le faire découvrir au plus grand nombre. Par exemple, vous êtes à Toulouse, donc la spécialité, c'est les violettes, des petits bonbons donc à la violette. Le but, ce serait, par exemple, pour un atelier, alors on ne propose pas encore Toulouse, mais ce serait d'aller chez un artisan qui en fabrique, qui vous explique le processus, comment en fabriquer, que vous en fabriquiez avec lui, et que vous repartiez avec votre boîte de violettes. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ça se passe, on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, bon, c'était le résumé, du coup, c'était celle-là. J'ai oublié de préciser qu'il fallait changer de slide. Alors, on peut passer à la suivante également. Donc, Atelier Jaco, c'est une solution pour amener de la valeur ajoutée aux artisans. C'est à la fois de digitaliser les artisans avec un outil simple d'usage, un modèle économique qui vient en complément du modèle économique classique d'un artisan, donc la fabrication et la vente. Là, on lui permet, sur son temps libre, sur une période creuse, de pouvoir gagner de l'argent autrement en faisant découvrir son savoir-faire. La valorisation du patrimoine local, parce qu'on a souvent tendance à valoriser le patrimoine matériel, les châteaux, etc., tout ce qui est architecture, on sait très bien le faire en France. Par contre, ce qui est immatériel, on le fait moins, et en plus, c'est mine de rien plus rapide à faire disparaître, hein, ça s'oublie facilement, des métiers oubliés, il y en a beaucoup, et donc le but c'est aussi ça, c'est de les faire vivre et d'en parler, de les mettre en avant. Et également, c'est la mise en avant des commerces de proximité au sens large, hein, parce que mine de rien, nos centres-villes maintenant, ils sont surtout remplis d'artisans. Il y en a de plus en plus, et les mairies font un gros effort par rapport à ça en les aidant à s'installer dans nos centres-villes. On va passer à la slide suivante. Alors, donc, les défis qu'on relève, qu'on souhaite relever, en tout cas par la suite, c'est de se développer le plus rapidement possible dans toute la France. Donc là, pour le moment, on est seulement sur Montpellier. On s'est lancé il y a quelques semaines. Courant du mois d'octobre, on va se lancer sur Nîmes et sur Sète. Et après, le but, c'est de se développer très vite à raison, alors c'est un objectif qui est conséquent, mais avec une moyenne de 20 ateliers par ville dans 2 villes supplémentaires par mois. Ensuite, c'est de passer la plateforme en application, de la rendre multilingue, parce que notre objectif avant tout, c'est de faire du tourisme, de faire découvrir donc les savoir-faire des différentes régions de France. Et pour finir, de développer une marketplace pour aller plus loin. C'est-à-dire que si vous rendez, je vais prendre cet exemple, sur Montpellier pour faire un atelier, vous n'aurez peut-être pas forcément la place de ramener quelque chose. Donc pour aller plus loin dans l'expérience, pouvoir quand même acheter auprès de cet artisan, de pouvoir par la suite passer commande. On peut passer à la slide suivante. Donc pourquoi nous choisir ? C'est assez simple, on dira tout ça. Donc, en fait, on soutient une certaine cause, c'est qu'il y a des milliers d'artisans qui peinent à faire connaître leur savoir-faire, et c'est souvent des savoir-faire incroyables. Et donc, on leur permet de pouvoir se dégager un salaire supplémentaire, et en dehors de ça, de les mettre en avant, de valoriser leur savoir-faire. Donc, c'est aussi mettre un coup de projecteur sur notre patrimoine, pour être sûr qu'il ne disparaisse pas. Et c'est faire des artisans, surtout, ça c'est une vraie volonté qu'on a, faire des artisans les nouveaux acteurs du tourisme et de nos loisirs. Parce qu'il y a autant d'artisans que de savoir-faire, et il y a autant de savoir-faire que d'activités possibles. Donc normalement, il y en a pour tous les goûts, on devrait tous trouver notre bonheur. Et donc ce qu'on attend de cette participation, c'est déjà des retours de spécialistes du numérique, c'est toujours intéressant, et d'avoir une expérience, comme vous voyez, on est jeune. Et donc, d'avoir un retour d'expérience, c'est toujours très intéressant, d'avoir le soutien de la mêlée. Et voilà, c'est tout pour nous. Merci beaucoup, Valentin. Alors, tu ne nous vois pas, mais en tout cas, j'espère que tu nous as entendus. Oui, j'ai entendu quelques applaudissements. Est-ce que le jury a des questions ?
Comment vous sélectionnez vos artisans? Quels sont les critères? Alors, les critères de sélection, donc c'est beaucoup d'artisans d'art en priorité. On les sélectionne, en fait, on les démarche dans un premier temps sur les réseaux sociaux pour connaître leur attrait par rapport à ça. On priorise sur des artisans qui ne proposent pas encore d'atelier, tout simplement parce que notre plus-value pour eux est plus intéressante que quelqu'un qui a déjà un rythme d'atelier régulier, qui a déjà une clientèle pour ça. Et après, on se rattache, pour compléter un peu cette réponse, on consulte beaucoup tout ce qui est chambre des métiers et de l'artisanat, les sites des mairies pour recenser, et puis en faisant du porte-à-porte, en se promenant dans les centres-villes, parce que je vous dis, ils sont majoritairement présents. Après, on a une liste d'artisans, de métiers, de savoir-faire qu'on souhaite proposer, donc qu'on recherche par ville sur chaque destination. Bonsoir, merci pour ce pitch. J'avais 2 questions. Comment vous faites de l'argent et comment vous rétribuez les artisans? Alors, nous, la solution, le but, c'est que ce soit sans frais et sans frein pour l'artisan. Donc, c'est l'artisan qui fixe les conditions, dont le tarif. Et pour être un peu plus en détail, souvent la problématique des artisans, c'est l'espace. Donc, ils gèrent aussi le maximum de participants à leur atelier et le minimum pour que ce soit rentable pour eux. Donc, sans frein. Et sans frais, parce que chaque artisan définit le prix de son atelier. Nous, à cela, on rajoute une commission qui est de l'ordre de 20% pour se rémunérer. Donc, tant qu'un atelier n'est pas vendu, l'artisan n'a aucun risque, c'est-à-dire que si le minimum n'est pas atteint, l'atelier n'a pas lieu, l'artisan ne perd pas de temps. Peut-être une dernière question? Pas forcément. Merci beaucoup. Merci Valentin. Merci beaucoup. Alors, nous avons un deuxième pitch vidéo, mais il y a une petite transition à faire, et donc j'en profite pour remercier le jury et expliquer qu'on a des représentants de la société AK Technologies, un éditeur C'est Ouvert, des représentants du comité départemental du tourisme, de Haute-Garonne Numérique, du Starter, de la SNCF et de M Capital. Donc on a un vrai panel très représentatif, je pense, pour pouvoir juger les projets, et je vous remercie de votre présence. Est-ce qu'on a la personne de la start-up B-Link qui est connecté ou pas encore? Oui. En tout cas, j'en profite pour remercier toute l'organisation, pour remercier Maxime et Alix qui ont travaillé sur ce projet avec nous depuis le début de la société SQLI, et remercier aussi Amaury, qui n'est pas là, mais qui est la personne qui vous a tous contacté, sollicité, avec qui vous avez pu interagir dans le cadre de ce projet. Alors, on ne doit pas être loin. Si vous voulez, je peux vous proposer, on peut peut-être switcher et revenir par la suite sur ce pitch. Je peux vous pitcher la mêlée numérique. La mêlée numérique, c'est un magnifique festival qui dure une semaine. Plus de 150 partenaires, 160 sessions. Ouais, je vois pas la régie. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on saute On peut sauter un pitcher et on revient après par la suite? Il est connecté. Est-ce que Eric, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Ah, formidable la technologie. C'est à vous, vous avez 5 minutes pour nous présenter votre solution, et on peut vous applaudir d'ailleurs. Parfait, merci beaucoup. Donc effectivement, je suis Éric Villemain, je suis le directeur général de la société B-Link, et d'une manière un petit peu différente, je ne vais pas vous parler de mobilité décarbonée, mais plutôt de la problématique autour du dernier kilomètre. C'est-à-dire que comment gérer les flux de touristes, comment faciliter le management et l'interaction de tous ces acteurs locaux autour d'un événement touristique, comment gérer l'imprévu et détecter toutes les situations à risque pour les personnes et pour les lieux, bien sûr les visiteurs, c'est l'élément que je vais essayer de vous présenter. Diapositive suivante.
Alors, on a développé cette solution pour travailler dans différents secteurs. La partie à droite, c'est tous les lieux de haute fréquentation, parcs d'attractions, les lieux touristiques, les zoos, et puis la partie event sur tout ce qui est autour de l'organisation de festivals, de notions culturelles ou de sport. On va prendre un exemple, diapositive suivante. Eh bien, quand on est... L'exemple, c'est de travailler sur l'interaction et la coordination des équipes autour de ce lieu. Eh bien, en règle générale, ça ne se passe jamais comme prévu. C'est-à-dire qu'il faut savoir gérer l'imprévu. Alors souvent, on a des équipes de sécurité où on a tout un tas de logistique pendant la manifestation ou l'événement, mais avant, pendant l'organisation ou après l'événement, eh bien souvent, on est dépourvu un petit peu de cette logique. Donc, diapositive suivante, on va s'intéresser à des points particuliers. Sécuriser les collaborateurs et les visiteurs. Être plus réactif et efficace face à un imprévu. C'est là que c'est extrêmement important. Garantir la sécurité et la santé des personnes. Et cela, dans un management éco-responsable, c'est les points que vous allez voir, nous mettons en œuvre avec la solution. Diapositive suivante. Donc pour nous, les points importants, c'est la gestion en temps réel des risques et de la sécurité autour de votre lieu touristique. C'est la gestion et localisation des trafics, des flux de densité de personnes. C'est bien sûr le suivi et la sécurité des transports et c'est la cohésion, le contact et la possibilité d'être en interaction entre toutes les équipes. Diapositive suivante. On va passer rapidement sur la solution, mais la solution que nous avons permet de faciliter le management et la gestion des groupes dispersés. Ça permet de réduire les coûts d'organisation, ça permet de maîtriser des situations à risque et de les détecter, de planifier, de réorganiser la notion des équipes. Eh bien, quand on va regarder la diapositive suivante, on va s'intéresser particulièrement à la notion de trafic, sur l'organisation, la logistique et les flux de densité des visiteurs, les transports, comment mieux informer et sécuriser, la sécurité par une détection et une localisation en temps réel pour optimiser l'intervention. Et l'important, c'est que toutes les équipes et tous les acteurs locaux ou de tourisme puissent travailler en interconnexion et avec une notion de géolocalisation. Diapositive suivante. Je vais passer un petit peu, mais simplement mettre en avant quelques points. Comment sécuriser en temps réel mes équipes autour d'un événement, comment détecter et mieux gérer un imprévu ou un risque, que ce soit pour les visiteurs ou mes collaborateurs, comment créer de l'interaction et de la cohésion entre toutes mes équipes, comment mieux former, impliquer les bénévoles. Alors je ne vais pas passer tous les points, mais on va rentrer maintenant dans la présentation de la solution. Donc notre solution est une solution bien sûr en temps réel, diapositive suivante, qui répond aux différents points que nous avons vus précédemment. On va aller à la diapositive suivante qui va vous montrer rapidement un petit peu l'aspect des fonctionnalités. Donc qu'est-ce que l'on peut voir? On géolocalise les personnes. Bien sûr, on a une notion de respect RGPD. On visualise les flux de densité de personnes. On peut planifier de l'organisation par groupe ou d'un point de vue individuel, mais lors d'un événement, on peut le changer et l'organiser. Diapositive suivante. On va aussi avoir tous les outils de contact. Messagerie privée. On a une carte qu'on voit à droite pour détecter les endroits de sécurité, les endroits pour les extincteurs, pour tout ce qui est lié à la sécurité par rapport au flux et la densité de personnes. Diapositive suivante. Face à cet élément, eh bien, on a une collecte en temps réel des données, alors autour du management éco-responsable, mais autour de la typologie des risques, autour de l'absentéisme, donc pour optimiser d'une année sur l'autre le fait de limiter les risques. Je vais simplement finir par deux diapositives. Diapositive suivante. Diapositive suivante. On s'intéresse donc soit aux sociétés privées, sur l'organisation, on l'a dit tout à l'heure, parcs ludiques, zoos, etc., mais jusqu'au secteur public, sur l'organisation institutionnelle autour de la sécurisation des lieux et des personnes. Bien sûr pour les festivals, les musicaux, les lieux, etc.
Diapositive suivante. Notre modèle est un modèle qui est basé sur une licence mensuelle par rapport à la période d'utilisation de l'application, autant de la plateforme back-office que de l'utilisation terrain. Et je finirai par un dernier point. On a une version en ligne, automatisée, diapositive suivante, pardon, avec des coûts très bas, inférieurs à 2 000 € ou 10 000 € sur des solutions totalement automatisées, et puis des versions professionnelles avec un accompagnement et une gestion des datas et des données en direct, là pour les événements plus importants. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que le jury a des questions? Comment vous sélectionnez vos événements? Est-ce que c'est une notion de taille, de volume de fréquentation, typologie d'événements? Excusez-moi, j'ai pas bien entendu la question. En fait, je voulais savoir comment vous sélectionniez vos événements. Est-ce que c'est par typologie, par volume de fréquentation? Est-ce que c'est vous qui faites la démarche? Comme je vous l'ai dit, on a deux solutions. On a une solution pour des petits événements qui vont gérer au niveau de l'organisation entre 50, 100 personnes ou 150 bénévoles, parce que ça gère aussi toute la logistique des bénévoles. Donc là, c'est les solutions avec les coûts que vous avez vus premiers, solutions web. Et les solutions pro peuvent gérer des manifestations beaucoup plus importantes dans lesquelles on va impliquer des prestataires externes sur la sécurité, sur la santé bien sûr, vos collaborateurs, toute une logistique. Là, actuellement, nous travaillons sur la réflexion avec des clubs de sport pour toute la logistique autour des salariés sportifs, administratifs d'un événement sur l'autre. Et puis des grandes manifestations ou festivals, où là, à ce moment-là, vous avez une logistique qui est plus importante. Bonjour, une question sur le procédé technique qui vous permet d'avoir une vision de la densité des foules pour pouvoir avoir votre suivi préventif en matière de sécurité. Alors, ce qui est important, c'est de savoir que notre solution est une solution B2B basée sur la notion des acteurs touristiques et non pas forcément des visiteurs. Alors, je m'explique. Si vous avez autour d'un événement scientifique ou d'un festival 200 personnes sur l'organisation, alors que ce soit la logistique, la sécurité ou tout ce qui est autour de votre événement, eh bien, en appuyant donc sur un bouton de l'application, on demande par une petite réponse, elle est manuelle pour l'instant parce que principalement ce sont des événements qui s'effectuent en extérieur, eh bien vous avez chaque membre de votre équipe, collaborateurs, bénévoles et autres, qui en appuyant sur une couleur va pouvoir donner la densité de personnes autour d'elle. Et sur votre événement ou manifestation, si vous avez 200 ou 300 ou si vous avez plus de bénévoles, ça va vous mapper en temps réel ce qu'il y a autour de chacun de vos collaborateurs. Alors c'est vrai que c'est une solution manuel, c'est-à-dire qu'il y a juste un clic à faire pour chacun de vos collaborateurs, mais l'avantage c'est qu'elle est extrêmement précise puisque ça vous permet d'avoir une visibilité et en fonction du temps aussi, sur des flux ou sur des mouvements de foule ou des choses comme ça. Vous avez un événement à risque et vous avez un mouvement de foule, il est extrêmement important de pouvoir voir où ça se passe, la contrôler et réorienter la notion du public. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention à distance. Merci Eric. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Très bonne fin de journée. Merci. Au revoir. On va passer au pitch suivant et qui est la société Fulbus. Bonjour, bonsoir à tous et enchantée. Vous avez devant vous donc Léa et Clémence qui sommes deux fondatrices de la solution Fulbus. Donc une solution concrète aux différents impacts. Pardon, je peux avoir la... Donc pourquoi Fulbus ?
C'est avant tout l'histoire de trois fondateurs aux valeurs sensiblement communes et qui surtout avaient une envie un peu folle qui était de participer à la relance économique du tourisme. S'ajoute à ça une problématique métier, ce sont les trajets à vide des compagnies d'autocars et ce depuis des années. Donc aujourd'hui l'idée est simple, Fullbus s'est proposé à la vente les places lors des trajets à vide des compagnies partenaires afin de créer aux particuliers une nouvelle solution de voyage. Et voilà. Fullbus est une solution innovante en termes d'usage. Pourquoi ? Parce que nous optimisons un moyen de transport déjà existant et connu de tous, l'autocar, pour proposer à nos utilisateurs une nouvelle façon de voyager. Aujourd'hui, on a vraiment envie de redorer l'image du voyage en autocar auprès des jeunes, notamment pour soutenir le secteur du transport. Grâce à cette innovation, l'utilisateur peut réserver sa place en ligne facilement, son billet d'autocar, comme il a l'habitude de le faire lorsqu'il réserve un trajet en train ou en covoiturage, tout en ayant un impact positif pour l'environnement. Tout à fait. Aujourd'hui, on sait que le tourisme représente 11% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et à travers ces 11%, il y a 75% d'entre eux qui sont liés au secteur des transports. C'est pour ça que Fullbus, en optimisant les trajets à vide donc de nos compagnies partenaires, on souhaite vraiment inscrire l'autocar dans une mobilité beaucoup plus durable. Et par-dessus notre service qui est Fullbus, nous avons vraiment pour objectif, en tant que porteur de projet, de sensibiliser notre communauté et les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux aux différents enjeux environnementaux actuels et porter la voix, nous, de notre côté, avec nos convictions et ce qu'on souhaite leur véhiculer chaque jour. Une solution durable, oui, mais également une solution économique. Pourquoi ? Puisque nous nous positionnons aujourd'hui sur une offre basée sur une grille tarifaire basée sur une tranche kilométrique et les prix se veulent fixes. C'est-à-dire, ils ne fluctuent pas en fonction de la saison, que vous réserviez votre billet 3 semaines à l'avance, en hiver, en automne ou en été, les prix restent inchangés. D'un point de vue économique, territorial, s'enchaîne à ça, nous sommes persuadés et nous avons pour mission grâce à l'autocar, de créer du flux touristique dans votre région, mais également partout en Occitanie, puisque nous avons pour objectif de proposer des trajets qui se veulent atypiques. Qu'est-ce que veut dire atypique ? Pour nous, ce ne sont pas simplement de pouvoir desservir des zones actuellement desservies par nos concurrents, donc souvent des aéroports à des grandes villes, mais plutôt privilégier les espaces touristiques locaux et pouvoir parfois desservir des zones qui sont difficiles d'accès ou même jamais desservies par d'autres transports en commun. Je vais justement vous parler un peu plus en détail de l'impact touristique de Fullbus aujourd'hui. Il faut savoir que le tourisme, et plus précisément le tourisme durable, c'est vraiment le fil conducteur de notre solution. On a envie de démocratiser l'autocar pour permettre de le faire connaître à tous, que tout le monde utilise ce moyen de transport et favoriser ainsi le tourisme dans la région et en Haute-Garonne, que ce soit avec des trajets au départ de la Haute-Garonne ou à destination de la Haute-Garonne. Pourquoi maintenant ? On va répondre à la question pourquoi avoir candidaté au challenge tourisme et mobilité. Fullbus est un projet qui est originaire de Bordeaux et Toulouse c'est devenu ma ville de cœur depuis que je m'y suis installée. Donc on a choisi de favoriser votre région au même titre que la Nouvelle-Aquitaine. Ici, il y a un potentiel qui va nous permettre de nous développer avec des villes attractives, des initiatives culturelles ou encore la montagne pas très loin. Donc tous les critères sont réunis pour pouvoir y développer Fullbus. Pour vous donner un ordre d'idée, Fullbus est une solution viable. Aujourd'hui, on a 6 compagnies d'autocars partenaires, dont plusieurs en cours de négociation. On a plus de 300 acteurs du tourisme qui s'intéressent à notre solution. On entend ici les collectivités, les offices de tourisme, les agences de voyage ou encore les transporteurs. On a parcouru plus de 12 000 km cet été. Et enfin, on a quasiment 800 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux et qui n'ont qu'une hâte, c'est qu'on leur propose de nouveaux voyages et de nouvelles destinations. Aujourd'hui, on a besoin de vous pour devenir un référent lors du choix du moyen de transport des utilisateurs. Et je terminerai cette présentation en disant qu'on est là pour soutenir une belle cause et pas des moindres, réussir à allier Bordeaux et Toulouse pour le bien du tourisme et de l'environnement. Merci.
Super pitch, merci beaucoup et super conclusion. Pour être bien sûr de votre proposition de valeur, vous incitez en fait les gens à prendre le bus. C'est ça votre business en fait? Alors en fait, c'est vraiment sur les trajets à vide des compagnies d'autocars. Il y a énormément de trajets qui sont faits sans transporter de voyageurs. Donc par exemple, lorsqu'une compagnie d'autocar elle va amener un groupe au ski, elle ne reste pas forcément une semaine sur place. Elle va rentrer au dépôt et donc ça génère des trajets à vide. Et c'est ces trajets-là que nous, on souhaite commercialiser pour leur permettre d'une part de générer de la marge additionnelle et d'autre part de proposer de nouvelles opportunités de voyage aux utilisateurs et aux voyageurs. Et comment vous rétribuez-vous? Et alors nous, on prend une commission sur les billets vendus par le biais de notre plateforme. On est vraiment la plateforme de mise en relation entre la compagnie d'autocar et l'utilisateur. Pardon? On prend 40% du billet. Sur chaque billet vendu, on prend 40%. L'autre partie est rétrocédée à la compagnie d'autocar. Merci à vous. Merci. C'était extrêmement clair. Merci beaucoup. Et on va inviter la société suivante, 360 Your House, à venir pitcher. Bonjour à tous. Alors, je me présente, je suis Lucas Gouré-Desormières, étudiant et à la fois dirigeant de la société 360 Your House. Alors, qui sommes-nous? On est une société spécialisée dans les visites virtuelles 3D. Je pense que vous en avez entendu un peu parler des visites virtuelles lors du Covid. Elles ont joué un rôle quand même assez majeur sur toute l'économie mondiale. Elles ont accompagné vraiment les entreprises, les commerçants ainsi que les particuliers justement à pouvoir visiter des établissements ou des espaces qu'ils ne pouvaient pas visiter à cause du Covid-19. Et en l'occurrence, c'est là où on a agi et c'est là où on a aidé justement toutes ces personnes. Donc les valeurs qu'on apporte justement à la solution pour le challenge, il y en a 3. Il y a l'écologie, l'innovation et la visibilité. Alors tout d'abord, pourquoi l'écologie? Tout simplement parce que les visites virtuelles réduisent au maximum les déplacements inutiles. Donc qu'est-ce que j'entends par déplacement inutile? C'est typiquement des personnes qui vont se déplacer à un restaurant parce qu'ils ont vu des belles photos et quand ils se retrouvent au restaurant, au final c'est pas les photos auxquelles on s'attendait, c'est pas à la hauteur de nos attentes et du coup on doit changer de restaurant et on a fait un déplacement inutile. Ça c'est un petit exemple et c'est vrai que depuis chez vous, si vous pouvez déjà avoir une vraie visualisation de l'espace où vous souhaitez aller manger, ce sera déjà beaucoup mieux, ou un espace où vous allez dormir peut-être aussi pendant une semaine, c'est beaucoup mieux que justement de voir de simples photos. Alors l'innovation c'est assez rapide. Pour moi l'innovation, il faut que ça résout des problèmes sociaux, sociétaux et environnementaux. Donc voilà, les visites virtuelles, comme je vous l'ai dit, ils ont joué vraiment un rôle important lors du Covid-19. Et le dernier, c'est la visibilité. Alors pourquoi la visibilité? Tout simplement parce que les photos ne suffisent plus et les visites virtuelles sont de plus en plus appréciées par des personnes. Quand on va sur un site internet, le fait de voir une visite virtuelle, de pouvoir se balader en toute autonomie dans le lieu, c'est beaucoup plus agréable que de voir de simples photos. Et la deuxième partie de la visibilité, ça va être au niveau du référencement et de Google Street View. En fait, toutes les personnes qui sont liées au tourisme vont pouvoir être mieux référencées sur Google Street View, vont pouvoir avoir une meilleure approche et les personnes qui vont taper le nom de leur société vont pouvoir rentrer directement dans leur structure. Alors, les avantages de nos visites virtuelles, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucune application qui est nécessaire. Le lien se partage très rapidement et l'information se diffuse aussi rapidement. La durée de vie d'une visite virtuelle, donc une fois que nous avons scanné un espace, elle est illimitée. Donc il y a juste un stockage dans notre cloud 3D qu'on redemande à chaque fois à nos clients si jamais ils souhaitent rediffuser la visite virtuelle ou pas. Donc ça on leur demande. Et alors avec les visites virtuelles, ce qui est bien en plus de comment on se différencie, c'est qu'on rajoute beaucoup d'enrichissement à une simple visite virtuelle, comme vous allez pouvoir le voir sur la vidéo que normalement on devrait lancer. Voilà, donc c'est une visite virtuelle d'un hôtel. En haut à gauche, vous pourrez retrouver le logo. Il y a une musique tout au long de la visite virtuelle.
Et vous allez retrouver en fait une fonctionnalité plutôt intéressante à droite, c'est un menu. Donc quand vous allez cliquer sur le menu, ça va être comme sur un site web en fait. On va pouvoir trouver diverses informations. En l'occurrence, là, c'est pour se déplacer plus rapidement dans le lieu et pour voir les installations qu'on préfère. Hop, un petit enrichissement qui permet directement de réserver une chambre sur la visite virtuelle. Et après, quand on arrive sur l'espace restauration, imaginons on se pose des questions sur les aliments qu'on peut manger, il y a le Get in Touch qui vous permet de poser une question directement à l'administrateur et puis à la personne qui est située sur ce bien-là. Hop. Voilà, donc pourquoi nous choisir? C'est vrai qu'on a beaucoup d'idées, on est assez jeunes je vous ai listé quelques idées. Donc tout d'abord, j'ai pensé à créer un catalogue virtuel. C'est vrai que je suis allé sur le site web de la Haute-Garonne du tourisme. J'ai pu voir qu'il y avait des photos, il y avait une map qui était assez interactive et assez intéressante. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir lister un catalogue virtuel, ça peut être super intéressant sur le filtrage. Les personnes vont tomber directement sur des visites virtuelles et plus des photos et plus des informations. Voilà, donc je vous ai remis Google Street View parce que c'est vrai que le référencement aujourd'hui, on entend beaucoup parler de Google, on demande souvent des avis à nos clients, beaucoup de choses comme ça, et c'est vrai que c'est super important. Et le dernier, c'est archiver vraiment tout le patrimoine et tous ces espaces, ces établissements sur la Haute-Garonne. Ça permet en fait la visite virtuelle, si jamais il y a un feu, si jamais il y a une casse ou il y a des choses comme ça, grâce à la visite virtuelle, on va pouvoir réparer, on va pouvoir faire des transformations, on va pouvoir faire des modifications. On travaille avec beaucoup d'architectes qui prennent des mesures directement sur les visites virtuelles. Et c'est vrai que ça les aide beaucoup en tout cas, pour faire ce genre de modifications. Hop. Et après, alors nos attentes par rapport à cette candidature, on s'est présenté justement pour aider toutes ces personnes-là sur notre département, sur notre région, à sortir de l'ombre quelque part, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu perdues voilà, au niveau de la technologie, car la technologie aujourd'hui elle avance très vite, et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne suivent pas, et c'est pour ça que nous on aimerait les aider et pouvoir digitaliser l'ensemble de leurs espaces. Et la deuxième raison, c'est aussi de travailler tout simplement, nous sommes toulousains, donc travailler tout simplement avec notre département, et puis ça c'est plutôt pas mal. Chez La Mêlée, on est déjà expert au niveau des visites virtuelles, donc c'est fait, mais le département, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous intéresse aussi énormément. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce que le jury a des questions? Moi, j'aurais une question plus technique. Je ne sais pas, enfin, j'y connais pas grand-chose. Si je suis un particulier, en gros, j'ai besoin d'être équipé d'un masque de réalité virtuelle, c'est ça? Alors, la technologie est totalement compatible avec les masques VR, donc on en envoie beaucoup. Mais en fait, si vous êtes un particulier, vous avez simplement besoin d'un téléphone, d'une tablette ou d'un PC pour avoir accès justement à ces visites virtuelles-là. Donc avec n'importe quel type d'interface, vous allez pouvoir visiter un établissement depuis chez vous, sans vous déplacer et réserver en toute confiance, en tout cas, avec la visite virtuelle. Bonjour, une question simple. Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents? Parce que le concept et la techno existent déjà depuis plusieurs années minimum. Alors, qu'est-ce qui nous différencie de nos concurrents? Déjà, on est la société la plus ancienne d'Occitanie, à s'être équipée de la technologie américaine qui s'appelle Matterport. Et en fait, comment on se différencie en plus? C'est tous les enrichissements que je vous ai montrés. Là, vous pouvez pas les voir, mais sur la vidéo, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le menu, par exemple, qui est super intéressant, on rajoute une musique, on rajoute aussi le logo, et tout ça, c'est fait par nos soins. Et nos concurrents, justement, n'ont pas ces enrichissements-là qu'ils peuvent vous proposer. Et combien ça coûte? Comment vous vous rémunérez? Désolé, je répète tout le temps la même question. Non, pas de souci. Alors, comment on se rémunère? En fait, on facture à peu près au mètre carré. Donc, ça, c'est par prestation. Mais après, s'il s'agit justement d'une offre sur toute la Haute-Garonne pour aider, je ne sais pas, 150 établissements, des choses comme ça, à partir de ce moment-là, on fait des packs, on fait des lots et on analyse en fait vraiment le besoin du client en fonction de la moyenne de la superficie ou des choses comme ça. On est à peu près à 1 € du mètre carré. Une dernière question ou pas? Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci de cette intervention. Merci beaucoup. Et donc, on va inviter à venir pitcher You in Bike. Et on peut l'applaudir également.
Bonsoir à tous. Donc je suis Guillaume Latrubès. Donc effectivement, je suis consultant mobilité pour YouInBike. Donc je suis très content de vous présenter la plateforme d'incitation à la politique vélo dans le cadre de ce challenge tourisme et mobilité. Alors, quand on parle de mobilité active, peut-être, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui sont venues, par exemple, aujourd'hui en vélo, à la mêlée numérique. Bon, pas des foules. À pied, en fait, c'est vrai que en général, on a à peu près 3% des déplacements qui sont faits à vélo. Donc, on est plutôt en retard au niveau européen. Et c'est vrai qu'un des objectifs qu'a mis en place l'État et qui est aussi soutenu par les collectivités locales, c'est d'arriver à peu près une dizaine de pourcents d'ici 2024. Donc, vraiment d'accélérer. On verra plus tard pour dépasser les Pays-Bas, l'Allemagne ou la Hollande qui sont à 1/3 de déplacement à vélo. Voilà, on a encore du chemin à faire. Mais c'est vrai qu'aussi avec la Covid, on a vu que finalement rien n'était impossible, les choses pouvaient bouger aussi très rapidement et que le vélo finalement c'était quelque chose de très actuel pour se déplacer. Alors dans les grandes métropoles, c'est vrai que c'est là où il y a eu le plus grand boom, mais aussi, ça c'est intéressant aussi sur le périurbain, sur le rural. Et pourquoi le vélo finalement ? Parce que c'est un outil finalement assez simple. Quand vous faites 5-6 km par jour, c'est juste la quantité de sport qu'il faut faire tous les jours pour être en bonne santé. C'est des économies par rapport à la voiture, vous n'avez pas de parking à payer, c'est très pratique, vous garez là juste à 10 mètres. Vous êtes à l'heure parce qu'il n'y a pas de bouchon en vélo. Et bien sûr, c'est bon aussi pour la planète. Ça, c'est le pédalier, c'est le moteur. On sait qu'il y a des freins, forcément, sur le vélo. Le premier, c'est les infrastructures, c'est les aménagements. On sait que la Haute-Garonne est fortement engagée sur les pistes cyclables. Sur la continuité, il y a la question aussi du stationnement. Où est-ce que je vais mettre mon vélo? Est-ce qu'il sera en sécurité? Quels équipements il va me falloir? Donc tout ça aussi, c'est l'accompagnement qu'on doit faire auprès des usagers. Nous, YouInBike, on a fait un focus en fait sur vraiment le vélo utilitaire, en fait vraiment le vélo comme un moyen de me déplacer en fait. Donc dans un premier temps, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur le domicile-travail. Alors même s'il y a de plus en plus de télétravail, on vient encore 1, 2, 3 fois par semaine et on fait un déplacement contraint. Et donc là, c'est intéressant parce que l'employeur, il a un effet de levier en fait par rapport à ses collaborateurs. Il peut mettre en place un plan de mobilité. Il peut même aller jusqu'à inciter financièrement ses salariés lorsqu'ils viennent à vélo, avec le forfait mobilité durable, comme il le fait aujourd'hui en payant la moitié du ticket de transport, par exemple. Et ce qu'on avait envie de faire avec vous, dans le cadre de ce challenge tourisme et mobilité, c'est aussi d'adresser tout le potentiel touristique. On avait déjà eu des contacts avec des clubs sportifs, par exemple, ou des salles de spectacle pour eux aussi, en tant qu'organisme, en fait, public ou privé, voir aussi qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, comme ils accueillent du public, comment est-ce que ces visiteurs aussi, ils peuvent inciter à aller venir à vélo, puisque ça permet de régler quelques problèmes de bouchons, de parking, etc. Et donc ça, on avait envie de continuer à le développer avec vous. C'est vrai que pendant un an, là, en fait, on a eu un certain nombre de partenariats avec des employeurs, donc ils nous ont permis de faire du vélo taf, donc du domicile travail. On a fait 2 fois le tour de la planète en vélo. Et du coup, ça, comment ça se passe en fait côté utilisateur? Finalement, c'est assez simple. C'est une application qui va activer en fait quand il part de son domicile ou si c'est un visiteur depuis son lieu de résidence. Quand il arrive sur la zone de travail ou sur la zone de spectacle, le festival, etc., pareil, ça va détecter qu'il est arrivé sur la bonne zone. On a une intelligence artificielle qui va voir son mode de transport. On sait faire aujourd'hui le vélo électrique, la marche aussi, enfin marche ou même en courant, on peut le faire. Donc ça, tout ce qui est cette mobilité active, on a un projet aussi d'intégrer la trottinette électrique qui se développe pas mal. Et ce qui fait que finalement le visiteur pourrait assez facilement justifier, oui, je suis bienvenu à pied, à vélo, et donc potentiellement je peux participer à un challenge, un concours, quelque chose d'incitatif. Bien sûr, s'il vient en voiture, en bus, là ça détectera pas, enfin ça fera pas une mobilité active, mais peut-être qu'avec son titre de transport, avec son appli de covoiturage, il pourra aussi justifier vis-à-vis de l'acteur touristique qui accueille du public. Ce qu'on amène du coup dans le cadre de ce challenge, sur les structures qui accueillent du public, bien sûr c'est toutes les données, c'est la supervision un petit peu du nombre de cyclistes qu'ils ont, fluctuant par exemple sur un établissement comme la Cité de l'Espace ouvert toute l'année, voir un petit peu le nombre de cyclistes réguliers, des cartographies de flux, alors des flux
vélo, mais aussi marche aussi, par exemple, pour voir d'où ils viennent, où est-ce qu'il faut mettre des aménagements, etc. Les économies de CO2, l'empreinte carbone aussi, du coup, du site touristique, avec cette politique active. Qu'est-ce que ça permet de faire comme économie de CO2, et puis pourquoi pas lancer des challenges. Donc ça aussi, c'est intégré directement dans notre application. Nos défis, c'est à la fois technologique, parce que là, l'idée, ça va être aussi d'aller sur un territoire plus large, sur des zones qui sont peut-être moins connectées, intégrer la trottinette. Des défis culturels aussi, parce qu'il faut vraiment qu'on donne envie aussi aux gens de faire cette mobilité active. Et puis, bien sûr, on est une start-up, on est jeune. Il y a aussi des aspects financiers pour mieux communiquer. YouInBuy, pourquoi? On est dans l'innovation d'usage. On remet finalement quelque chose d'assez ancien, mais on le remet au goût du jour et qui est d'actualité. C'est un impact clairement positif pour la planète, pour la santé des personnes, pour l'emploi local, parce que ça aussi, on est 100% toulousain comme entreprise. Et derrière cette candidature, nous, ce qu'on veut, c'est travailler en réseau avec les acteurs du tourisme, développer des partenariats tant d'un point de vue sur la technologie et puis également sur les aspects financiers, et puis développer de l'expérience à vélo, trouver ensemble peut-être un club sportif avec qui on puisse expérimenter, un site touristique qui a beaucoup de visiteurs à l'année avec qui on puisse expérimenter. Donc voilà, une salle de spectacle ou un festival, on est prêt à faire ça dans le cadre du challenge. Voilà, merci. Merci beaucoup. Est-ce que le jury a des questions? Oui. Merci pour la présentation. Encore une fois, est-ce que vous avez des concurrents? Alors, des concurrents, en fait, si vous voulez, le secteur du vélo est assez nouveau. C'est-à-dire que si on prend, je prends le côté, mettons, des mobilités, le covoiturage, vous avez toute une série de gros acteurs, c'est ça. Sur le vélo, aujourd'hui, il y a assez peu d'acteurs, clairement. Vous avez des acteurs, par exemple, comme GeoVélo, effectivement, qui vont plutôt se centrer sur le vélo-tourisme, en fait, donc vraiment l'aspect découverte, en fait, la balade du dimanche, etc. Nous, on est moins sur ce côté-là, on est vraiment sur le vélo utilitaire, le trajet, je dois me rendre à tel endroit. Finalement, je vais pas prendre le même type d'itinéraire, c'est-à-dire ce que je fais le week-end pour le plaisir, mais quand je le fais toute la semaine, où je dois aller à tel spectacle, je ne veux pas être en retard, ou je dois aller prendre un pot, je ne vais pas prendre le même type d'itinéraire. Donc nous, ce qu'on va qualifier, c'est ça. C'est des trajets qualifiés avec un volet. On veut même développer aussi sur des aspects de grande surface ou autres, en fait, et d'impliquer ce partenariat avec l'organisme public ou privé, mais en tout cas qui a une responsabilité sur ses collaborateurs ou sur le public qu'il accueille, sur ses visiteurs. Pour reprendre une question qui était posée habituellement, mais la reformuler, quel est votre business model? Oui, alors notre business model, alors aujourd'hui nous on est plutôt sur des systèmes de location, donc on est donc quelque chose qui se loue, c'est des licences de l'ordre de 15-25 € à l'année pour un cycliste régulier. Alors pour une entreprise, c'est le nombre un peu de vélos taffeurs. Pour un site comme la Cité de l'Espace, ça serait serait calculé en fonction du nombre de cyclistes réguliers qu'ils accueillent dans l'année, donc multiplié. Et puis après, de l'accompagnement, s'il y a besoin, pour organiser des challenges, pour avoir une dynamique aussi d'animation, s'il y a besoin en plus. Donc ça, c'est notre modèle économique. Essentiellement, 85% sur du privé et 15% sur du public. Parce que bien sûr, on a des données qui peuvent intéresser aussi les collectivités sur le volet aménagement. Et puis les collectivités aussi organisent accueil du public et donc aussi peuvent être clientes. Une autre question? Est-ce que vous travaillez sur donc moi je travaille à la SNCF, la politique du dernier kilomètre? Vous avez parlé de domicile. Mais pas que, il y a aussi dans le monde du tourisme, c'est une réelle problématique dans on va dire, dans différents modes de transport comme le train par exemple. Alors ça, c'est des enjeux qu'on a, y compris sur le domicile travail comme sur le côté du tourisme. C'est la question de l'intermodalité. On sait que côté région Occitanie, il y a un gros travail pour faire rentrer aussi les vélos dans les trains. C'est pas simple parce qu'effectivement, souvent on est sur des heures de pointe de fréquentation. Donc il y a sans doute des choses à faire. Mais nous, on travaille beaucoup sur cette question de l'intermodalité, y compris avec les bus. Donc on va définir, on va pouvoir faire son trajet du domicile ou de sa ville de résidence, une partie en bus ou en train, et puis la fin en vélo. Et du coup, ça fera quelque chose
de mobilité décarbonée en fait globale. Donc, et clairement, nous on veut s'inscrire aussi dans des plateformes, enfin on travaille déjà dans des plateformes plus globales. Alors, on spécialise nous sur la mobilité active, marche, vélo et puis trottinette. Ça. Et après en lien avec des solutions de covoiturage, des solutions de train, c'est le but. Une dernière question rapidement. Oui, je me posais la question, vous êtes, quand vous commercialisez, vous visez plutôt des DRH ou du B2C directement? Alors nous, c'est que du modèle B2B, c'est que du professionnel. Donc là, nos référents dans les entreprises, c'est référents mobilité, RSE, plus... Alors des fois, c'est les RH qui font fonction d'eux, mais oui, on est sur une offre professionnelle. Nous, quelque part, pour le citoyen, c'est gratuit en fait. Donc l'application est gratuite pour tous les citoyens. Ils peuvent même l'utiliser s'ils veulent de façon gratuite. Et après, c'est les entreprises qui veulent développer une politique vélo pour leurs salariés ou vis-à-vis de leur public, qui ont besoin, parce qu'en général, mis à part de dire oui, il y a à peu près 50 cyclistes par jour, ils ont zéro info. Donc nous, on amène de la donnée, on amène de l'animation, et vraiment on est une plateforme vraiment pour inciter et piloter cette politique vélo, marche et trottinette, mobilité active. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on passe à l'avant-dernier pitch. Et c'est la société Henry Trip. Yes, exactement. Bonsoir à tous. La télécommande. La télécommande, oui, j'allais dire, il me manque un petit objet. Hop. Alors, bonsoir à tous, je suis Grégory Muratorio, président de la société Henry Trip. Alors, on va attaquer directement dans le problème. Aujourd'hui, il faut prendre conscience des chiffres. Moi, je suis un homme de chiffres et je les amène toujours devant la table. 38% des personnes qui réservent aujourd'hui des activités sont sensibles aux critères d'environnement. Ça, c'est nouveau, c'est post-Covid. 2019, on était à peu près à 22%. Là, le chiffre augmente, on a pris 10% supplémentaires, donc c'est vraiment quelque chose qui devient dans les tendances. Deuxième chiffre très important aussi, c'est 58% des personnes aujourd'hui réservent leur activité en ligne via des supports de smartphone, et on le voit, 80% des personnes utilisent le smartphone comme support pour réserver en ligne. Et 0, c'est le nombre de plateformes qui aujourd'hui englobe en fait la totalité de l'offre touristique sur les sites touristiques, qui pense à ce global en fait, tant à l'expérience client en amont, création d'itinéraires, que jusqu'à la fin, vivre l'expérience dans le site touristique. Ça, c'est le constat. Aujourd'hui, en Henry Trip, ce que je vous propose, c'est la solution que je vous amène sur la table, c'est de mailler un territoire. C'est-à-dire, aujourd'hui, les offices du tourisme, les agences départementales du tourisme ont une maîtrise, une connaissance du territoire énorme. Néanmoins, elles n'ont pas forcément à leur disposition les outils pour surveiller, pour veiller, pour voir au final quel site va avoir plus, à un moment donné, dans sa période de fréquentation qu'un autre. Donc ça, c'est un premier élément. Et également, ils n'ont pas forcément un outil à proposer à leurs sociopros. Les sociopros, c'est les sites touristiques, les châteaux, les musées, etc. Et en fait, nous, ce qu'on veut leur donner à ces offices du tourisme, à ces agences départementales du tourisme, c'est une position de super administrateur. C'est-à-dire que sur leur territoire, on leur met à disposition la plateforme Henry Trip et elles ont la possibilité d'administrer avec leurs sociopros, avec tous les sites touristiques, dont les publics, dont les privés, tout simplement de gérer le territoire et d'arriver à le mailler à travers une solution que je vais développer un peu plus tard. Voilà. Et grâce à ça, on est en capacité de donner de la donnée, cette donnée qui est nécessaire pour comprendre les flux des personnes, les flux sur un site. Et ça, c'est la donnée aujourd'hui qui manque complètement dans le tourisme. Comment? Donc la question, c'est comment? Donc cette plateforme Henry Trip, elle se décompose en 2 points. On a une interface B2B et une interface B2C. J'attaque par le B2C, côté utilisateur donc. On prend juste un constat. Ce qu'il faut prendre comme constat, c'est qu'aujourd'hui, quand on prépare un voyage, je ne sais pas si vous avez déjà préparé votre voyage en France, un itinéraire, on va aller chercher sur Google. Google, c'est énormément de temps, on va chercher tous les sites. Et surtout, ce qu'on ne sait pas, c'est que Google, il triche. Évidemment, ce qu'il met en avant, c'est les sites touristiques qui ont payé ou qui existent tout simplement sur le net. Et là, on perd quasiment 70% des sites touristiques aujourd'hui, qui n'ont pas cette possibilité de jouer sur le référencement. Ensuite, après, on a la possibilité de passer par une agence de voyage, 50 € par jour à peu près pour un programme. Et encore une fois, ce même chiffre, 0, c'est toujours le nombre de plateformes qui proposent cette solution. Je mets en avant ces chiffres aujourd'hui, ces besoins aujourd'hui qu'on a. Globalement, on le voit, le touriste, il a besoin de quoi? Il a besoin de préparer son voyage en amont via un outil global, via en fait un support numérique. Et ça, il faut vraiment l'entendre, c'est quelque chose qu'il faut entendre. Par contre, le
visiteur, il a besoin d'aller sur le territoire. Lui, il veut y aller, il veut le vivre, il veut vivre une expérience. C'est-à-dire qu'il ne veut plus juste aller visiter la cité de Carcassonne et repartir. Il veut la Carcassonne, voir comment ça se passe au niveau local, aller voir s'il y a des choses autour, et ça, c'est un besoin. Alors, je prends 2 solutions aujourd'hui, vous ne les connaissez peut-être pas, mais il y en a une que vous connaissez très bien, c'est TripAdvisor. TripAdvisor, on n'a pas la possibilité de mettre en avant d'itinéraires, on n'a pas la possibilité d'avoir accès à tous les sites touristiques. TripAdvisor, il référence pas du tout la totalité, la donnée n'est pas qualitative à ce niveau-là. Je prends un autre exemple, Circuit, vous ne le connaissez peut-être pas, mais globalement, c'est une plateforme qui référence tous les itinéraires aujourd'hui que créent les offices du tourisme, les agences départementales du tourisme, etc. Donc on a du vélo, on a de la voiture, on a tout ça. Néanmoins, au niveau expérience utilisateur, là, on n'est pas au rendez-vous. Clairement, c'est catastrophique pour trouver un itinéraire. Enfin, je ne vous ai pas montré les photos de la carte, mais ça ne va pas. Donc, globalement, comment ça va marcher? En fait, 3 P, c'est la logique des 3 P. 1, on planifie un voyage, c'est la logique. On part en voyage, on planifie. On est quelqu'un qui aime bien prévoir. Donc, on crée son itinéraire. Avec Henry Trip, plus de 100 000 références. Personne n'est exclu. Quel que soit si on a payé un référencement ou pas, nous, on ne compte pas ça. Tout le monde aura accès au patrimoine. C'est une richesse qu'on a en France. Il ne faut pas l'oublier. Plus de 250 000 sites touristiques en France. Si on commence à en éliminer, on est mort. La deuxième chose, c'est que quand on part en voyage, il faut profiter. C'est-à-dire que quand on est dans un site touristique, il faut vivre l'expérience, en fait. On est là pour la vivre. Donc, il faut qu'on puisse avoir accès sur notre téléphone aux différentes données. Ça, nous, on est capable de le faire. Tout simplement, sur la plateforme Retrip, il y a la billetterie, il y a la possibilité de discuter directement avec avec l'office de tourisme ou bien avec le site touristique. Il y a la possibilité d'accéder aux informations, aux événements sur ce site. Donc, c'est actualisé, c'est mis à jour. Et ça, c'est important. Et également, il y a l'interactivité. Photos, contenu, multimédia, etc. On le retrouve. Et ça, aujourd'hui, la vidéo, c'est quelque chose d'indispensable. Et après, derrière, on oublie souvent, mais c'est une fois qu'on a fait l'aval, une fois qu'on a fait tout ce qui se passe en amont, il faut faire ce qui se passe après. Et l'expérience client, c'est un départ, c'est un pendant et c'est un après. Et cet après, on l'oublie. Et nous, on essaie de le mettre en avant à travers des itinéraires aujourd'hui qui sont possibilité de les partager. Il y a possibilité aussi de dire, tout simplement, je suis allé là, c'est super. J'ai vu ce site touristique qui est souvent oublié, ce petit vigneron, etc. Je vous conseille d'aller le visiter et on partage. Et au final, le tourisme, c'est quoi? C'est une grande communauté de voyageurs qui aiment rêver, qui aiment s'évader le temps d'un instant. Et avec Henry Trip, on le retrouve. Alors, les avantages sont simples, ils sont devinés. Pas de frustration, un gain de temps, plus de temps pour faire un voyage. On est sur place, on a tout accès directement depuis son téléphone, sans éliminer personne. Et également, un gain d'argent, puisque ça ne coûte rien. L'outil est complètement gratuit sur le côté utilisateur. Voilà. Globalement, les facteurs clés de succès, je ne vais pas les redire, mais clairement, toute une interface optimisée, une expérience client de avant, pendant et après. Bref, un outil complet. L'interface B2B, c'est quoi? C'est aujourd'hui, on fait un constat. En France, clairement, les sites touristiques aujourd'hui, le coût de développer une application, il faut savoir que ça fera entre 2 000 et 5 000 euros par mois pour les plus gros sites touristiques. Donc du coup, on a mis de côté tous les petits sites touristiques. Ok, pas de souci, j'accélère. Donc clairement, aujourd'hui, engager une démarche de digitalisation pour un site touristique, c'est compliqué. Et clairement, il est perdu, le petit site touristique. Et c'est là où nous, on vient le rassurer, on vient de lui donner les outils dont il a besoin. Donc une interface complète, je vais accélérer puisqu'on me le demande. Alors, une interface complète, pourquoi? Parce qu'on a des limites des solutions existantes. Aujourd'hui, il n'y a aucune solution qui propose à notre tarif 100, enfin nous on fera 100 euros par mois pour la carte interactive, la billetterie, tout compris, c'est 100 euros, pas de trucs en plus, sauf la mise en place. Et donc du coup, il n'y a personne qui le propose. On a plein de référents, de concurrents, etc. Mais pas sur cette globalité du service qu'on propose. Ensuite, ça c'est les tarifs, donc je ne mentais pas. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? On a aujourd'hui des sociopros d'un côté, des offices du tourisme de l'autre, qui numériquement, chacun font leur travail, chacun donne de l'argent là-dedans, mais ne se retrouvent pas forcément. Et c'est là où nous, on essaye de faire le lien entre les deux. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je suis face à vous, c'est faire un lien entre ces offices du tourisme, vous les experts du territoire, et vos sociopros qui aussi ont leur part à défendre. Voilà, ça je le redis, on revient sur l'organisation simplifiée, pareil, gain de temps, gain d'argent pour tout le monde. On retrouve ces éléments-là. Et toujours pour l'office du tourisme, il devient administrateur du territoire, il maille son territoire, il maîtrise son territoire, et il redevient expert numérique sur son territoire. Voilà. Globalement, la présentation que je peux vous faire, je vous invite, si vous avez des questions, à me les poser directement. Et j'essaierai d'y répondre. Merci beaucoup. Merci à tous. Effectivement, est-ce que le jury a des questions? J'ai une question sur la mobilité. Comment vous intégrez la
la problématique mobilité douce en particulier dans votre projet? Alors, la problématique de mobilité douce, aujourd'hui, elle nous importe d'une manière claire, c'est qu'il faut forcément savoir l'utilisateur où est-ce qu'il va quand il vient visiter un gros site. Je prends l'exemple de la cité, enfin, je vais prendre un exemple concret, il vient à Toulouse, il vient visiter la cité de l'espace, il veut se déplacer, il veut aller voir ailleurs. Nous, on va savoir exactement dire, bon ben ok, l'utilisateur il veut aller là, 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 on est capable de vous dire, bon ben ok, ici, il y a un besoin, donc il faut qu'on maille un territoire comme ça. Et donc, on crée un itinéraire sur la mobilité douce. L'Office du tourisme le crée puisqu'il a la donnée. Il le fait tout seul. Il n'a pas besoin de payer un plus. Il n'a pas besoin de faire ça. Et c'est mis en place sur la plateforme. Et pour les futurs utilisateurs, c'est déjà tout prêt. La donnée au service des offices du tourisme. Et vous pouvez décrire aussi comment ça se passerait à Saint-Bertrand-de-Comminges? Un territoire où il y a un problème, vous direz, peut-être de réseau et de connexion, c'est ça? Ben, tout simplement, si on prend l'exemple de Saint-Bertrand-de-Comminges, nous, on a une force quand même, c'est que derrière, on a Orange qui nous accompagne sur le réseau. Donc, lorsqu'on a des problématiques réseau, on a la possibilité de basculer en offline. On est capable de détecter à tel moment où il faut basculer en offline. La plateforme, vous pouvez télécharger vos visites bien en amont. Donc, il n'y a pas de problème avec le réseau. Et s'il y a un problème avec le réseau, on est capable de détecter à tel endroit il y a le problème. Et à ce moment-là, on ajuste, nous, en amont. C'est une préparation de terrain, c'est un maillage de terrain et un maillage de territoire à ce niveau-là. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup pour ce pitch. Merci. On va passer au dernier pitch, sortie à domicile. Et on peut l'applaudir. Non, vous n'avez pas de slide. Bonjour, je m'appelle Caroline Lamorte et je suis fondatrice d'une solution. Vous m'entendez? Collez bien le micro au menton. Voilà, donc je vais vous présenter une solution opérationnelle et locale qui s'appelle Sortie à domicile. C'est une solution d'accompagnement à des sorties culturelles et touristiques. Alors, on accompagne qui? On accompagne essentiellement des personnes qui ont des problèmes de mobilité. Et pourquoi on a répondu à ce challenge? C'est qu'on est sur la logique des derniers kilomètres, puisque ça s'appelle sortie à domicile, puisque, comme son nom l'indique, on va chercher les personnes à leur domicile. On va les chercher principalement en voiture, mais on peut gérer plusieurs types de transports. Par exemple, on a fait des sorties. Donc, notre cible, c'est plutôt les seniors, qui souvent peuvent avoir des problèmes de perte d'équilibre ou des handicaps qui font qu'ils ont besoin d'un accompagnement. Mais c'est également intergénérationnel, puisqu'on mobilise des accompagnateurs de tout âge, qui vont, eux, conduire les véhicules, qui sont souvent leurs propres véhicules, ou bien des véhicules qu'on va prendre en autopartage. Que ce soit, donc on a eu une présentation d'autopartage, mais quel que soit le réseau. Voilà. On est un petit peu décalé par rapport aux présentations qui ont été faites antérieurement, puisque nous, on est vraiment sur l'opérationnel. On a actuellement 500 clients actifs qui utilisent nos services. Et nous, on serait plus potentiellement des utilisateurs des solutions qui ont été proposées. Pourquoi? Parce que nous, on organise la visite, la sortie de A à Z pour faciliter l'accès au site touristique pour notre public. Donc concrètement, nos clients, nos bénéficiaires sont à 85% équipés de téléphones mobiles, mais ils n'ont pas envie de s'embêter, ils veulent aller visiter dans des conditions de confort optimales. Alors on peut utiliser également le train. Par exemple, on est allé visiter cet été le musée Ingres à Montauban, et donc on a déposé les personnes à la gare, elles ont pris le train dans des conditions extrêmement confortables et on allait les récupérer à la gare de Montauban pour les amener au musée. On avait tout organisé. On est très intéressé par des solutions de bus à tarif réduit, mesdames. Voilà. Donc, on combine toute une série d'outils
qui nous permet, nous, de rendre accessibles les sorties et de les faciliter. On est un intégrateur de services. Et notre business model, parce que si on me pose la question, c'est une participation financière des personnes qui couvre le coût marginal des sorties. C'est-à-dire qu'on intègre le prix des visites du restaurant, quand il y a un restaurant, quand c'est une visite sur la journée, le coût du transport. Et donc, on gère évidemment les inscriptions et le paiement. Et on en est au stade où on n'arrive plus à tout faire en gérant, sur des tableurs Excel. Et donc, ça fait longtemps qu'on a développé un cahier des charges pour développer une application numérique, puisque, comme je vous l'ai dit, notre public est équipé en smartphone et ça serait beaucoup plus simple pour gérer. Mais on attendait d'avoir une taille critique, parce que ça coûte un peu d'argent et c'est pour ça qu'on est là. Et après, l'autre raison d'être là, c'est qu'on est extrêmement intéressé par le prix. Alors, c'est un séjour au ski, donc on trouvait ça drôle pour notre public. Donc, c'est pour aller repérer au ski, pour rendre cette sortie au ski accessible pour notre public et pouvoir la proposer à nos bénéficiaires. Donc, je le dis sous forme de clin d'œil. Mais la logique du dernier kilomètre et de la mobilité est totalement présente chez nous. Par exemple, on est allé cet été toujours visiter le village gaulois à Rio-Velvestre. Et donc, on a fait un partenariat avec le site qui nous a mis à disposition un chariot qui a été conduit par un jeune en service civique, puisqu'on intègre des jeunes en service civique pour l'accompagnement. C'est pour ça que c'est intergénérationnel. Et donc, le petit chariot de golf, en fait, pour la personne qui était en déambulateur, qui ne pouvait pas faire tout le circuit. Et donc, on est vraiment sur le dernier kilomètre, y compris sur le site. Voilà, en partenariat, évidemment, avec les équipements sur le terrain. Voilà. Merci beaucoup. Vous allez peut-être avoir des questions. Est-ce que le jury a des questions? Pas forcément. Ah, si. Deux petites questions. Une question légale. Il vous faut une licence d'agent de voyage? Pardon. Non, puisqu'on a choisi le statut associatif, qui nous évite d'avoir à demander une licence d'agence de voyage. Et la deuxième, est-ce que c'est ouvert à des gens qui sont de passage, des touristes? Alors, on a eu oui, pourquoi pas, parce que effectivement, en fait, on est positionné assez haut de gamme. Au départ, on a commencé par des concerts, et donc sur des spectacles très haut de gamme où c'était compliqué de réserver les places, parce qu'il fallait qu'il y ait une raison pour passer par nous. Et dans les faits, effectivement, ça pourrait intéresser des touristes de passage qui seraient suffisamment ouverts pour accepter de partager leur sortie avec tout public, quel que soit l'âge. Voilà. Donc il faut une grande curiosité, pas seulement culturelle ou touristique, mais aussi humaine, relationnelle dans notre association. Mais au contraire, oui. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Alors c'est assez formidable, on arrive à finir quasiment dans le timing, c'était 18h30 indiqué sur le planning. Donc on remercie tous les courageux pitchers d'être venus. Ce qu'on vous propose, c'est que si vous êtes dans la salle, vous pouvez avoir un petit break de 10-15 minutes, si vous voulez aller profiter pour faire une petite pause. Nous, avec le jury, on va aller s'isoler au fond de la salle là-bas. Et on revient d'ici un quart d'heure pour la remise des prix, pour savoir qui sont les gagnants. D'ailleurs, on remercie le comité départemental du tourisme pour les fameux prix, effectivement, qui sont symboliques, parce qu'effectivement, on parlait de tourisme, de mobilité, et donc on a voulu remettre des prix en lien avec le sujet, dont des voyages au ski. Mais bien effectivement, le prix est aussi un accompagnement et une prise de conscience par effectivement tous les acteurs du tourisme de l'intérêt de votre solution, la possibilité de collaborer dans le futur, bien évidemment. Ça va au-delà de juste du voyage de ski. Voilà. Merci à tous. On revient d'ici 15 minutes.